Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Macron est-il tenté par l'article 16, un coup d'État? Bill Gates, c'est le Monepox. Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Philippe Bohen, Pierre-Louis Garnier, Radar, Luc Tobiana et Dominique Camus. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de censure. Et comment faire? Lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Macron va-t-il enfin nommer un Premier ministre? Eh bien, lorsqu'on lit cette consultation du Figaro, qui a 48 heures, on se dit qu'Emmanuel Macron cherche tous les prétextes et les plus futiles pour ne pas respecter la Constitution de la Ve République et donc de ne pas nommer un Premier ministre. Mais les Français sont de moins en moins dupes de cette stratégie présidentielle. Ils sont 53% à voter pour la nomination d'un Premier ministre. Oui, nos compatriotes ouvrent enfin les yeux. Car enfin, on pourrait poser ce type de questions jusqu'à la fin des temps. Est-ce que l'on doit nommer un Premier ministre pendant le championnat de Ligue 1 de football? Est-ce qu'on doit nommer un Premier ministre pendant la trêve de Noël? C'est délirant au vu des enjeux démocratiques, politiques et financiers. Mais vous vous en doutez, les médias soutiennent la propagande gouvernementale, le narratif délirant des Jeux Olympiques. Comme beaucoup de Français, Victor est atteint de nostalgie. Ce professeur d'histoire-géographie de la région parisienne n'a rien raté des Jeux Olympiques comme spectateur ou téléspectateur et doit maintenant affronter le vide laissé après la cérémonie de clôture. Vous savez, ce qui me dérange le plus dans ce reportage de France Inter, ce n'est pas tant la propagande gouvernementale, non, c'est de me dire que ce monsieur est peut-être titulaire d'un Master 2 et d'un CAPES, c'est-à-dire qu'il a Bac plus 5 et qu'il enseigne à nos enfants. Oui, cela fait peur. Allez, on a envie de lui conseiller un petit programme de révision du pain et des jeux sous les empereurs. Bon, en tous les cas, si vous avez un dîner, là vous avez un champion de classe mondiale, n'hésitez pas à le contacter. Il y a donc un narratif pour que l'illusion des Jeux Olympiques perdure dans les médias. L'objectif, faire gagner du temps à Emmanuel Macron. Nous l'avons vu hier, la France est bloquée au niveau des institutions et Macron est piégé par sa propre dissolution. Quelle est donc la solution pour que Macron s'en sorte ? Est-ce que c'est l'article 16 ? Est-ce que c'est le dernier recours pour Emmanuel Macron ? Nous avions déjà évoqué cette possibilité en juin. Face au blocage des institutions, Emmanuel Macron pourrait démissionner, mais le chef de l'État dispose d'une autre solution, le recours à l'article 16 de la Constitution, qui lui confère les pleins pouvoirs. Selon nos informations, Emmanuel Macron a discuté de cette hypothèse avec plusieurs proches. Ce mardi matin, le palais de l'Élysée a fait savoir qu'il démentait. Bon, les démentis de l'Élysée, on sait ce qu'ils valent, pas plus cher que les promesses du poudré. Quels sont donc les derniers atouts de Macron pour se maintenir au pouvoir ? On en a suffisamment parlé dans ces entretiens, c'est la censure. Et maintenant, on évoque un coup d'État institutionnel par l'utilisation de cet article 16. Florian Philippot. La crise de régime devient telle que même Alain Minc évoque ce jour dans le Figaro la possibilité qu'on aille vers la destitution d'Emmanuel Macron, après que celui-ci aurait tenté de prendre les pleins pouvoirs par l'article 16. En évoquant la procédure de déchéance que prévoit la Constitution. Cette procédure repose sur le vote à la majorité absolue des deux assemblées, puis le vote des 2/3 des chambres réunies en congrès. C'est bien de l'article 68 dont il est fait référence. Vous avez donc des macronistes autour d'Édouard Philippe, des LR, Charles de Concilie, Georges Fenech, vous avez des ultralibéraux proche de l'Union européenne comme Alain Minc qui agite la destitution d'Emmanuel Macron. Oui, l'heure est grave pour Emmanuel Macron.
Entretien passionnant avec Alain Minc sur une rentrée politique s'annonçant particulièrement compliquée pour Emmanuel Macron. Alain Minc évoque l'hypothèse de l'article 16 qui pourrait être agitée par certains macronistes, mais aussi la procédure de déchéance du président de la République que prévoit la Constitution. Le message de Minc sonne comme un avertissement et un appel à gouverner de manière plus démocratique, au moins dans les formes, venant de la part de l'apôtre du cercle de la raison, autrement dit les européistes. Cela montre que l'heure est grave pour le président de la République. Cette fois, le centrisme autoritaire ne passera plus, semble déplorer Alain Minc. Mais pourquoi s'agit-ils tous comme des possédés, les centristes, les macronistes comme Édouard Philippe, les LR ? La raison en est simple. Si la France fait faillite et que Macron tente un coup d'État avec l'article 16, c'est toute cette élite qui sera chassée aux prochaines législatives. Et ils ont peur. Et remarquez, il y a de quoi. Macron a véritablement saccagé notre pays. Terrible aveu de Bruno Le Maire dans Le Canard enchaîné. La nouvelle majorité, quelle qu'elle soit, sera tenue par les exigences de Bruxelles. Combien de temps encore accepterons-nous que l'Union européenne nous étrangle ? Urgence pour les nations libres de retrouver leur souveraineté. Ce propos de Bruno Le Maire a été parfaitement entendu par Lucie Castet, qui s'apprête à trahir un peu plus les électeurs de gauche. Après l'échec de sa séquence de com' Je suis de gauche, l'échec de sa tentative de buzz Je suis lesbienne, Lucie Castet nous joue Je respecterai l'égopée, pitié, prenez-moi. Cela reste des horizons. Lucie Castet temporise sur le SMIC à 1600 € et le retour de l'ISF. À ces castors humiliés chaque jour un peu plus, remarquez, comment peut-on encore voter à gauche ? Cela fait 30 ans qu'ils trahissent leurs électeurs avec une précision de métronome. Les castors ont une mémoire de poisson rouge. Quant à Lucie Castet, si elle est nommée, elle appliquera de toute façon en bonne européiste le saccage de notre pays. Comme par exemple au niveau de l'agriculture. Baisse de 25% de la production de blé. Les vendanges s'annoncent catastrophiques. Récolte de miel en chute libre. Fièvre catarrhale ovine. Concurrence déloyale du poulet ukrainien. Spectre du Mercosur. En l'an 2000, l'agriculture française était médaillée d'or. En 2024, elle sombre. Et oui, tous ces socialos, tous ces européistes participent à la fin de la souveraineté agricole française en adhérant au délire mondialiste sur le climat. Mais qu'est-ce que cela cache ? John Kerry. John Kerry a déploré que la production agricole crée à elle seule 33% des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde, arguant que la réduction de ces émissions doit être au premier plan dans la quête pour vaincre le réchauffement climatique. Cette déclaration date de 2023. On voit très bien quel est l'objectif de ces mondialistes. Green Deal en Europe, réduction de la production agricole dans le monde sous prétexte de lutter contre le réchauffement climatique. Et les résultats se font sentir en France puisque la production agricole française s'effondre. Et cela fait bien évidemment les affaires de certains milliardaires. Bill Gates, le milliardaire qui industrialise l'agriculture mondiale. À coût de millions de dollars, la fondation Bill et Melinda Gates contourne et façonne les politiques internationales en matière d'agriculture. Les grands gagnants de ce jeu antidémocratique, les agro-industriels. Et pour bien comprendre la monstruosité de Bill Gates, il faut savoir qu'il est le premier possesseur de terres agricoles aux USA. Est-ce que vous avez compris le système ? Sous prétexte de réchauffement climatique, vous faites crever les petits producteurs, les paysans, sous de multiples normes environnementales, alors que ce sont eux qui produisent des produits de qualité. Puis vous rachetez leurs terres qui ne valent plus rien. Voilà comment cela se passe au niveau mondial. Et lorsque vous voyez cette poignée de main, comment dirais-je, vous avez la nausée. Bill Gates salue à l'Élysée l'engagement de Macron pour le développement. Oui, c'est une belle formule orwellienne venant de la bouche de Bill Gates. Et ce milliardaire américain, aidé donc par les John Kerry et les autres, font des affaires dans tous les domaines, et notamment dans celui de la santé. Une simulation de pandémie de variole du singe a été organisée en mars 2021 par des organismes financés par la Fondation Gates. Et aujourd'hui, Alerte Info, l'OMS déclare
la variole du singe comme une urgence sanitaire mondiale. Cela vient de Reuters. Ça, c'est très inquiétant, nous dit Philippe Murer. L'OMS déclare donc la variole du singe urgence sanitaire mondiale. Que vont-ils nous faire? Pchout obligatoire, confinement, vote par correspondance, c'est odieux. Et qui plus est, cela tombe très bien pour le passeport vaccinal européen. Ça tombe quand même super bien que le passeport vaccinal européen EVA-BECO soit lancé cette semaine et que 6 jours après, l'OMS annonce une nouvelle urgence sanitaire mondiale nommée Monkeypox. Et pour Bill Gates, bien évidemment, c'est Moneypox. Urgence sanitaire mondiale due à la variole du singe. Pour Bill Gates, c'est Moneypox. Simulation d'une pandémie fictive du virus de la variole du singe en mars 2021, mise en service en mai 2022. La mondialisation, oui, ça marche et ça rapporte. Remarquez qu'il y a peut-être une urgence épidémique, hein. Regardons les chiffres. Comment dirais-je? La seule urgence que vous voyez, c'est que peut-être Bill attend un retour sur investissement pour ses petits pshoots. D'autant plus que la variole se transmet d'une manière, comment dirais-je, très particulière. Le Moneypox, 98% des personnes infectées sont des homosexuels, New England Journal of Medicine. Plutôt que de mettre le désordre dans la planète entière, de vacciner des milliards de personnes, peut-on juste prévenir les homosexuels d'utiliser des préservatifs? Enfin, cette Moneypox ressemble fort à une MST. Et pendant ce temps, dans le monde réel, toujours les conséquences du mondialisme. Ils ont jeté des parpaings sur les voitures. Le maire de Grand-Fort-Philippe, dans le Nord, exaspéré après des violences commises par des migrants. Mais nous le savons que le projet de ces élites mondialistes, c'est d'utiliser justement cette misère humaine contre les populations occidentales. Et nous en mesurons chaque jour, là encore, les conséquences. Hôpital, de nombreux services d'urgence sont contraints de fermer temporairement faute de soignants. Et oui, il n'y a plus d'argent pour les services publics. Et de ce fait, les soignants mal payés et aux conditions de travail très dégradées ont fini par fuir. La politique, c'est une question de choix. On ne peut pas financer les Jeux Olympiques et tous ces nouveaux venus et financer l'hôpital. Et les Français ont de moins en moins d'argent. Près d'un tiers des Français vit avec moins de 100 € dès le 10 du mois. Allez les castors, n'oubliez pas de voter aux prochaines élections pour Emmanuel Macron afin d'empêcher les fascistes d'accéder au pouvoir. Toujours une question de choix. Pustula a envoyé 113 milliards d'euros pour que cette guerre atroce perdure. Elle s'en vante dans un tweet. Pendant ce temps-là, la France doit trouver 15 milliards d'économies. C'est dramatique. Les pompiers, eh bien, ils n'ont plus de Canadair puisqu'on a coupé une ligne de crédit de 53 millions. Les hôpitaux, les services ferment les uns après les autres, faute de personnel. Quant à la misère, 33% des Français vivent dans la pauvreté. Et Pustula dépense plus de 113 milliards d'euros pour qu'une guerre atroce perdure. Pustula, Macron, Bill Gates, John Kerry, il nous en manque un. Oui, Joe Biden. Tiens, que pense Joe Biden sur l'offensive de Koursk? Joe Biden juge que l'offensive ukrainienne en Russie met Vladimir Poutine devant un vrai dilemme. L'offensive ukrainienne en Russie crée un vrai dilemme pour le président russe Vladimir Poutine, a jugé Joe Biden mardi, s'exprimant pour la première fois publiquement à ce sujet. Le président américain, en déplacement à la Nouvelle-Orléans, a expliqué qu'il s'entretenait avec son équipe toutes les 4 ou 5 heures depuis 6 à 8 jours. À ce propos, il a assuré que les États-Unis, premier soutien militaire de Kiev, étaient en communication constante avec les Ukrainiens. Les États-Unis ne sont pas impliqués dans la planification de l'opération ukrainienne dans la région de Koursk, a déclaré le porte-parole adjoint du département d'État, Patel. Nous ne sommes pas impliqués dans la planification ou la préparation de cette opération. Je laisse aux militaires ukrainiens le soin d'en parler. Mais notre rôle et notre objectif sont de soutenir la capacité de l'Ukraine à se défendre, ce qui nous semble relever du bon sens, surtout lorsqu'il s'agit de se défendre contre des attaques et des opérations qui peuvent avoir lieu juste à côté de la frontière. Comme je vous l'ai dit, cette opération militaire avait pour but de permettre à Joe Biden de communiquer sur le conflit afin de casser son image de loser. Et puis, ils aiment bien diaboliser les Russes en la personne de Vladimir Poutine. Rappel,
Ce sont les Américains qui ont permis aux Ukrainiens de frapper sur le territoire russe. C'était il y a quelques mois. Et il faut également savoir, sans l'aide logistique militaire, et notamment les satellites, une telle opération n'aurait pas été possible. Et encore moins sans aide financière européenne ou américaine. Kursk est avant tout de la communication en période électorale. Mais attention, le boomerang pourrait revenir très vite à la face des démocrates. Il ne faut pas oublier un point. Les Russes sont en train de remporter cette guerre, nous l'avons suffisamment affirmé dans ces entretiens. Il fallait donc pour les démocrates détourner l'attention de l'opinion mondiale. Ils ont donc lancé une offensive sur des champs de patates. Mais la vraie guerre, elle, continue. Tout cela à la condition que les unités n'aient pas subi trop de pertes humaines et matérielles dans la phase dynamique d'une opération qui recèle plus de périls stratégiques sur le long terme que d'avantages éphémères au plan médiatique, psychologique ou politique. Cette opération n'a pas d'effet sur la stratégie d'attrition mise en place par les Russes en novembre 2022. Stratégie qui consiste à écraser par la puissance de feu les forces adverses avant toute action offensive. Cette stratégie a pour objectif d'économiser les ressources humaines des forces armées russes tout en épuisant humainement et matériellement les forces armées ukrainiennes. L'opération actuelle sur Kursk pourrait accélérer ce processus si le commandement ukrainien et surtout le président Zelensky ne font pas œuvre de prudence stratégique. Une opération trop loin, oui, à suivre. Et d'autant plus que les Ukrainiens semblent manquer désormais de réserve pour leur opération de Kursk. Un peu, si je faisais un autre parallèle, comme la bataille des Ardennes en France. Car sur le front de Lugansk et du Donbass, eh bien, l'armée russe avance jour après jour. Ne pas oublier que l'an dernier, par exemple, la mutinerie de Prigojine n'avait pas ralenti le tempo opérationnel des Russes. L'offensive sur Kursk non plus, ni dans le Donbass, ni même sur le front de Kharkov. On a bien compris que cette opération de Kursk avait donc comme objectif de cacher l'effondrement du front dans le Donbass. Et par ailleurs, les 14 000 hommes qui ont été jetés dans le chaudron de Kursk, est-ce qu'ils auraient vraiment servi à quelque chose dans le Donbass? Je ne crois pas. Il y a d'autres informations qui sont cachées par cette opération militaire de Kursk. L'agence de notation internationale Fitch a abaissé la note de défaut de l'émetteur en devises étrangères à long terme de l'Ukraine de CARD, ce qui signifie défaut limité. Et pendant ce temps-là, les États-Unis et l'Union européenne envoient des milliards pour éviter justement une faillite en direct de l'Ukraine. Allez, autre nouvelle également que cette guerre en Ukraine essaie de cacher, article du Figaro. Selon des médias d'outre-Rhin, la justice allemande soupçonne un certain Volodymyr Z, ça c'est amusant, d'avoir été impliqué avec 2 autres plongeurs ukrainiens dans le sabotage du gazoduc en septembre 2022. Il a toutefois quitté le sol polonais selon le parquet. Le parquet polonais a confirmé ce mercredi 14 août à l'AFP avoir reçu, dans le cadre de l'enquête sur le sabotage des gazoducs Nord Stream fin septembre 2022, un mandat d'arrêt émis par l'Allemagne visant un Ukrainien établi en Pologne, mais ayant désormais quitté le pays. Réagissant à des informations parues dans les médias allemands, le parquet a confirmé que les autorités allemandes avaient émis en juin un mandat d'arrêt européen contre un homme dénommé Volodymyr Z. Bon, on a bien compris la stratégie ukrainienne et américaine. Il faut absolument que l'armée ukrainienne et l'État ukrainien tiennent jusqu'aux élections US. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy. Angleterre. Il essayait de critiquer le système actuel avec lucidité et intelligence et sans violence, tout en conservant son optimisme et l'amour de la vie. Oui, en Angleterre, vous prenez 19 mois de prison. Monepox, une petite dédicace à Bill Gates, Covid-19 protection, Monepox protection. Mondialisme et ses délires. Espagne, uriner dans la mer en se baignant coûte désormais une amende de 750 €. Alors, face évidemment au ridicule de cette décision, les municipalités espagnoles ont fait machine arrière. C'est officiel, les psychopathes deviennent de plus en plus stupides. Presque personne ne comprend cette loi. Enfin,
L'Espagne devient la risée du monde. Quiconque urine dans la mer, dans les stations balnéaires espagnoles, comme Marbella, est menacé d'une lourde amende. Personne ne sait exactement comment la police veut contrôler cela. Peut-être qu'à l'avenir, un inspecteur nagera toujours avec vous et mesurera la qualité de l'eau sous votre maillot de bain. Surtout, la loi n'a aucun sens car l'urine n'est ni nocive ni pertinente en termes de quantité. Et les poissons qui font leurs besoins dans l'eau, on les met en prison? Allez, on continue dans le cirque mondialiste avec Sardine Ruisseau. Bonjour, j'ai besoin de vos conseils pour une amie trans. Mon amie est trans première ministre, c'est-à-dire qu'elle s'identifie comme première ministre alors qu'elle est prisonnière dans un corps de comptable à la mairie de Paris. Que puis-je faire contre les gens qui la mégenrent régulièrement? Ah, ça, je reconnais que c'est un fameux casse-tête. Allez, nous sommes le jeudi 15 juin. Bonne fête de l'Assomption à tout le monde, bien évidemment. Le 15 août était l'ancienne fête nationale française. Je vais prendre quelques jours de vacances. Prochain numéro, donc, ça sera lundi. Je vous souhaite donc un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.